Donc Anouar et moi-même sommes ravis d'être ici ce soir pour vous parler de quelques cas d'utilisation des sciences des données dans un domaine qu'on connaît assez bien, c'est celui donc du voyage, du tourisme. Donc plus particulièrement donc chez Amadeus. Donc je vais passer rapidement sur l'introduction pour qu'Anouar puisse développer ce qui je pense va vous intéresser le plus. Donc on travaille tous les deux chez Amadeus Travel Intelligence. Quel est l'objectif de cette unité récente chez Amadeus? C'est de valoriser un peu toutes les données qui sont manipulées par l'industrie du voyage et du tourisme. Donc ça peut être des réservations, donc des billets, des réservations d'hôtels, location de voitures, remplissage d'avions, des prix, des profils de passagers, enfin tout ce qui a de la valeur pour nos clients et qui peut leur permettre à un moment donné de prendre les meilleures décisions possibles dans leur marché respectif. Donc pour ça, donc nos clients, donc je viens d'en parler rapidement, ça peut être donc les agences de voyage, les grandes entreprises, les hôtels, et on leur propose toute une chaîne de valeur qui va aller du stockage de données jusqu'à la visualisation. Jusqu'à la visualisation avec tout le côté processing, de traitement des données, analyse, donc là on trouve le côté machine learning notamment par exemple, visualisation et aussi les aspects prédiction, analyse de prédiction. Voilà. Alors pour passer rapidement sur en quoi consiste chez nous l'analyse des données, d'abord un petit point un peu paradoxal par rapport à ça, c'est qu'on essaie à tout prix de ne pas partir de la donnée, mais plutôt du besoin du client et d'une problématique concrète. Parce que sinon, on a vite fait en fait d'inventer des usines à gaz qui n'ont pas forcément de valeur pour nos clients. Donc l'idée de base pour nous, c'est vraiment de partir d'une problématique et de mettre un peu au début, en tout cas au début, de côté la technologie et tous les modèles mathématiques qu'on a forcément envie d'appliquer à tout prix. Donc ensuite, un aperçu très rapide de notre façon de travailler. Donc ça reste très basique. Donc tout d'abord le côté acquisition des données. Donc là, tout ce qui nous arrive de l'industrie. Ça peut être du batch, ça peut être des messages en ligne, des réservations, etc. Le côté stockage, où on va essayer de garder le plus longtemps possible et de façon idéalement infinie toutes ces données, parce qu'aujourd'hui, on va stocker des données, on ne sait pas forcément les exploiter aujourd'hui, mais peut-être que dans 5 ans, on aura une problématique client qui va nous rappeler qu'on avait mis ces données de côté et qu'on sera bien content de les retrouver. La préparation des données. Donc ça, c'est le côté essentiel, c'est à peu près 80% de notre travail aujourd'hui, parce que les données qu'on reçoit, même si l'industrie du voyage est assez standardisée, c'est des données qu'il faut nettoyer à tout prix. Donc c'est là où on va passer le plus de temps. Ensuite, tout le côté un peu sympa, on va obtenir des données qui sont exploitables, qu'on va pouvoir stocker et réutiliser au besoin. Construire des modèles autour, donc là le côté machine learning, statistique, et enfin le côté visualisation, où là on retrouve un peu le côté développeur, on va mettre en pratique des outils de développement web par exemple. Donc c'est un peu ce que je disais, aujourd'hui le plus clair de notre temps est passé dans une étape qui consiste à nettoyer les données, puisque ce qu'on reçoit, c'est pas tout de suite exploitable. Et c'est pas forcément quelque chose dont on est conscient quand on rentre dans le métier de data scientist aujourd'hui, c'est qu'on va passer le plus clair de notre temps à nettoyer des données, au lieu de développer des algos de machine learning. Et aussi, c'est essentiel de passer par cette étape-là pour se rendre compte que les données qu'on va consommer en entrée de nos algorithmes, il faut absolument les comprendre pour en connaître les limites. Parce que c'est ces limites-là qui vont aussi conditionner la pertinence des résultats qu'on va obtenir. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de bêtement faire consommer des données qu'on ne maîtrise pas.
Donc voilà un peu une vue d'ensemble de ce qu'on fait avec les données. Je pense que tu peux avancer. Ouais. Ouais, je pense qu'on va passer au cas d'utilisation directement, non? Donc là, je vais passer la parole à Anouar qui va pouvoir détailler différents cas très concrets sur lesquels nous travaillons actuellement chez Amadeus Travel Intelligence. Merci. Donc aujourd'hui, on va voir deux cas d'utilisation. Le premier cas, c'est le taux de conversion du monde de e-commerce. Est-ce que c'est le taux de conversion? C'est le ratio entre le nombre de recherches et le nombre de bookings. Si vous connaissez Look to Book, c'est la même chose. Donc, si on a 100 recherches qui finissent par un booking, ça veut dire que le taux de conversion, c'est 1%. Donc, qui peut être intéressé à ce genre d'analyse? C'est le manager de e-commerce. Il sera intéressé par augmenter le taux de conversion. Plus le taux de conversion est haut, plus que revenu à la fin, très haut aussi. Dans la première tentative d'analyse, finit par proposer ce genre de visualisation. Donc, chaque boule représente de origine et destination. Par exemple, Paris-New York. Et ici, donc il y a plusieurs origines et destinations. Et la première dimension ici, c'est le nombre de recherches pour cette origine et destination. Donc, on peut voir ici, donc, on a caché tout le vrai origine et destination. On invente ici Paris-New York pour être plus intéressant. Ici, on voit que Paris-New York, c'est le plus recherché. C'est pour ça qu'il est très à droite. Et il y a beaucoup d'autres qui autour de ce nombre de recherches. Et la deuxième dimension qu'on peut voir ici, c'est le taux de conversion. Il y a 0,5, 10%, 15% de taux de conversion. La troisième dimension, c'est le prix, qui est en couleur, qui commence par bleu jusqu'à rouge. Bleu, c'est autour de 500 dollars, par exemple, et ainsi de suite. Ça, c'est la troisième dimension. La quatrième dimension, c'est la taille de boule, qui représente combien de revenus pour cette origine et destination. D'accord. Donc, avec cette visualisation, on peut déjà voir que on veut s'intéresser au cas Paris-New York. Pourquoi? Parce que c'est une origine-destination très populaire, très demandée, mais il a un taux de conversion très bas. D'accord. Et finalement, le revenu généré par cette origine et destination est très bas aussi. On veut probablement s'intéresser aussi à ce cas-là, où c'est une destination très recherchée, et effectivement, il génère beaucoup de revenus, mais le taux de conversion reste très bas. Peut-être on veut voir pourquoi il reste très bas et on veut améliorer. Donc, ici, on parle souvent d'analyse d'anomalies. Souvent, on utilise l'analyse d'anomalies pour écarter les données. Ici, c'est plutôt le contraire. Ce qui nous intéresse, c'est le cas d'anomalie pour comprendre pourquoi et pour améliorer si nécessaire. Voilà. Donc, ça, c'est la première tentative. Donc, la deuxième tentative, c'est de séparer encore plus des données. Cinquième dimension, c'est qui est distance. On peut, il y a le vol long courrier et plus court. Donc, on voit à partir de cette visualisation deux compositions de boules différentes. Donc, comme ça, on peut imaginer pour un manager de e-commerce peut actionner à partir de cette visualisation assez facilement. Donc, on a cinquième dimension. Avec tout ça, on peut déjà commencer à faire l'analyse et de comprendre pourquoi. Pourquoi Paris-New York?
ce qu'on a vu tout à l'heure, est à un taux de conversion très bas. Donc, on peut voir ici, dans cette visualisation, ici, on voit le prix par rapport aux concurrences. Par exemple, ici, pour Paris-New York, pendant le mois de mai, notre prix est 27% plus haut que notre concurrence. Donc, peut-être ça explique pourquoi le taux de conversion au mois de mai est bas. Et on peut voir aussi, donc on donne toutes les informations qu'il a en heatmap. Quand c'est rouge, ça veut dire qu'il faut vraiment faire attention. À partir de cette visualisation, on finit par une solution complète pour analyse de taux de conversion. D'accord? On a 5 dimensions. On peut aussi voir qu'il y a beaucoup plus d'autres dimensions qui peuvent jouer. Et ici, on a vu tout à l'heure distance, mais ce n'est pas le seul. On peut imaginer le taux de compétition, par exemple. On peut diviser par 2 pour chaque type de compétition. On peut aussi voir d'autres encore de dimensions. Et encore d'autres. Donc, il y a beaucoup plus. Donc, il y a toujours 5 dimensions dans cette visualisation, mais la dimension peut changer dans une visualisation à une autre. Mais ce qui nous intéresse toujours, c'est le outlier, l'anomalie. Parce qu'il y a beaucoup de dimensions qu'on peut afficher. On veut avoir une liste complète de toutes les anomalies dans une seule table. Donc on arrive là, il y a une liste d'anomalies pour toutes les combinaisons de dimensions possibles. Je vais passer très rapidement d'analyse d'anomalies. Analyse d'anomalies, ce qu'on fait au moins, c'est d'abord de créer le modèle probabilité et de voir si une donnée par rapport à ce modèle probabilité est normale ou pas. Si il est très bas au niveau de probabilité, donc on considère que c'est une anomalie. On peut aussi faire le cluster de notre donnée et de voir s'il y a un cas comme le point bleu là. Là ça aussi, c'est une anomalie. Ou alors, faire une analyse régression et de voir si la distance d'un point de données par rapport à la ligne de régression est très loin ou pas. Ou si c'est un time series, on voit aussi par rapport à forecast combien de distance. Voilà, donc ça c'est l'analyse d'anomalie qu'on fait aujourd'hui. Le deuxième cas, ici c'est le cas plutôt classique de segmentation de passagers. Encore une fois, c'est toujours compagnie aérienne. Et ce qu'on veut, c'est de segmenter de nos voyageurs. Et pour ça, on peut utiliser les données de frequent flyer, par exemple, qui est simple, parce que c'est très structuré. Mais souvent, on est intéressé par tous les passagers, ce n'est pas que frequent flyer. Donc pour cela, on a besoin de détecter que pour 2 réservations différentes, ces réservations-là sont faites par la même personne. Donc voilà le cycle de solution. On fait d'abord le nettoyage des adresses et ensuite on compare pour chaque ticket et on essaie de deviner s'il appartient à la même personne. Ici, on utilise 2 algorithmes LSH et MinHash suivis par un algorithme de graph Connected Component. Et à la fin de 3 étapes-là, on arrive à peu près de sortir cette information, combien de passagers par âge, par sexe. Et finalement, on arrive de sortir cette information pour chaque passager unique, le nombre de voyages qu'il a fait pendant un an, le nombre, la distance par rapport au voyage, et ainsi de suite. Et à partir de là, on peut commencer de
faire le clustering de nos voyageurs. Il y a deux choses, c'est un algorithme très basique, c'est K-means clustering. Il y a deux choses importantes ici. D'abord, c'est sélection de features. Parmi ces features-là, quels sont les features importants qu'on va utiliser et la détermination du nombre de clusters. Et la technique pour déterminer le nombre de clusters, c'est encore une fois une technique très classique. On voit le diamètre de chaque cluster, le moyen de diamètre, et on prend quand il y a un changement très important. Ici, on arrête à 12 clusters. C'est bien, on a 12 clusters, mais après, on va se demander est-ce que c'est utile? OK, 12 clusters, est-ce qu'on peut interpréter quelque chose? Est-ce que c'est utile pour business? Si ce n'est pas utile, on refait. On refait jusqu'à ce qu'on puisse sortir vraiment quelque chose d'utile pour business. Ou si c'est nécessaire, on merge quelques clusters. Peut-être ce n'est pas très académique, mais c'est utile pour le business. Voilà les deux cas d'utilisation qu'on a aujourd'hui. Il y a beaucoup d'autres, mais les cas d'utilisation sont à peu près toujours dans cette direction. Je vais passer très rapidement au niveau de l'architecture. Je ne vais pas entrer en détail. Je vais expliquer quelques technologies qu'on utilise. Donc, on utilise Spark et Hadoop pour tout ce qui est préparation de données. On utilise Spark et Hadoop aussi pour analyse de données. On utilise ici Impala, la base de données sur Hadoop, et Cassandra pour Data Store. Après, donc évidemment, on utilise aussi Python et R. Voilà, au niveau de technologie. Et pour finir, donc, on voit de plus en plus l'importance d'analyse de données dans le monde du voyage. Et deuxième chose, c'est qu'on commence toujours par besoin de business. On ne commence pas par des données, on ne commence pas par des activités de l'analyse de données. On commence toujours par l'analyse, par le besoin de business. Le troisième point ici, on a vu deux cas d'utilisation. Et le quatrième point que Manu a déjà mentionné, c'est que la préparation des données représente le plus important, 80%. On rigole même que en fait, la préparation des données prend 120% de notre temps. Et les technologies comme Hadoop et Spark sont très utiles pour faire l'analyse de données à grande échelle.